Bonjour à tous. Je pense que vous avez fait l'erreur la plus monumentale de cette journée en me demandant de donner des mots compliqués. Parce que généralement, le travail du sociologue est de restituer la connaissance de la manière la plus simple possible. Et on me demande aujourd'hui de ne pas simplifier la chose. Donc pour moi, c'est une joie. Pour vous, ça va être un calvaire. La chose dont... en réfléchissant, en regardant le programme de ce que vous avez fait dans la journée et en réfléchissant avec Béatrice sur ce dont je voulais vous parler, je me suis dit que vous avez beaucoup parlé de technique aujourd'hui. Et vous devez vous sentir comme des parlementaires européens qui ont parlé pendant 3 ou 4 jours sur des questions extrêmement réglementaires. Et ce que je voulais faire, c'est l'inverse, exact de ça. Et ça me plaît d'avoir ce panneau-là parce que c'est dans le fond, pour ceux qui ne le voient pas, l'humain au cœur de la révolution numérique. Dans le fond, c'est la chose la plus importante. Pas la question de l'humain, mais comment est-ce que cette révolution numérique, on verra un peu ce dont on parle, va avoir ou pas un impact sur l'usage, la pratique, la vie quotidienne, la manière par laquelle on s'entretient, c'est le commerce des hommes, finalement, les uns avec les autres. Et donc, ce dont je voulais vous parler, c'était cette entreprise, pas libérée, pas transformée, mais continue, qui commence avant qu'on rentre dedans et qui se termine après qu'on en soit sorti, qui se poursuit après qu'on en soit sorti. Voilà. Un tout petit mot sur qui je suis. Alors, effectivement, je suis sociologue. Et le problème de la sociologie, c'est pas moi qui le dis, c'est un sociologue, c'est que, boutade, le problème de la sociologie, c'est qu'elle passe un tiers de son temps à expliquer quel est l'objet de son étude. Donc généralement, j'ai un tiers de mes présentations à vous expliquer ce que c'est que la sociologie. Ma mère me demande souvent, mais qu'est-ce que c'est qu'un sociologue? Je n'ai bien évidemment aucune réponse, ça serait plus simple si j'étais professeur de maths. La sociologie, c'est une discipline, ce n'est pas une science, elle ne prouve rien. C'est une discipline qui fait une chose très simple, elle essaye de comprendre ce qu'est l'énigme du lien social. Pourquoi est-ce que nous allons faire ce que nous faisons de telle manière plutôt que d'une autre? Et c'est une science très jeune, une discipline très jeune, elle a 100 ans, un petit peu plus. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a des sociologues dans l'entreprise? Pour une raison très simple, c'est à cause de ce phénomène que vous connaissez, que vous ressentez presque dans votre chair chaque matin en sortant de chez vous, c'est l'accélération de l'histoire. Les analystes disent, depuis 10 ans, sans changer les nombres et les chiffres, qu'il y a eu plus de transformations dans les 30 dernières années que dans les 100 qui les ont précédées. C'est marrant parce que ça fait 10 ans qu'on dit ça, mais c'est toujours 30 ans et 100 ans, parce que c'est des beaux chiffres, il y a un 3, il y a un 100, c'est rond. Qu'est-ce que ça veut dire là-dedans? Ça veut juste dire que nous sommes dans une période de transformation, personne ne sait pourquoi, personne ne sait comment, on ne sait pas comment elle va impacter notre vie quotidienne. En conséquence de quoi, on va s'agiter et on va essayer de créer des raisons, on va essayer de créer des solutions. Ce que fait la sociologie, c'est essayer de comprendre quelle est la partie de l'être humain qui est touchée par ces transformations. Ces transformations qui ne laissent intact aucun champ de la culture. C'est-à-dire que pensez, j'en parlais tout à l'heure avec l'un de nos collaborateurs, à cette transformation économique très forte. Si vous demandez à un économiste, est-ce que nous vivons dans une société d'abondance ou une société de rareté? Il va vous dire, bien évidemment, nous vivons dans une société d'abondance, parce que la définition de l'abondance en économie, c'est la multiplication des biens et la multiplication des moyens pour les acteurs sociaux à avoir accès à ces biens. Très simple. Si vous demandez à un anthropologue, quelle est la définition, sommes-nous dans une société d'abondance ou de rareté? Il vous dira, bien évidemment, nous sommes dans une société de rareté. Puisque la définition d'anthropologie de la rareté, c'est la multiplication du sentiment de besoin, indépendamment de la multiplication du bien et de la multiplication par les acteurs d'avoir accès à ces, etc. Donc, société d'abondance, société de rareté. Transformation de la question de l'économie. Transformation de la question de la production. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà mis un pied dans un Fab Lab, qu'est-ce qui se passe lorsque vous allez pouvoir produire une chose, avoir accès à une pièce qui réparera votre vélo, sans avoir à passer par la marque, sans passer par le fret, le shipping, le marketing, sans passer par le mécanicien qui vient réparer votre vélo, le magasin, le lieu, le retail, tout ça disparaît parce que vous pouvez imprimer la pièce. Grande transformation de la question de la production. Transformation de la question du travail. Le travail qui était cette valeur différenciante qui faisait que j'étais un ingénieur qui deviendrait un meilleur ingénieur et finirait sa carrière pour être le plus grand ingénieur, absolument irrecevable aujourd'hui par une jeune génération qui sont médecins, mais avant tout blogueurs sur YouTube. Et en véritable, ma vie, c'est mon voyage et mon compte Instagram. Mais laquelle de ces vies est véritablement la tienne? Toutes. Mais je suis sincère dans chacune de ces postures, je suis successivement sincère. Transformation de la question du travail d'une valeur différenciante à une valeur complémentaire. Transformation de la question de l'espace. Et réfléchissez ce que c'est que d'avoir été adolescent pendant la génération Erasmus. Des gens qui tombent amoureux dans une langue qui n'est pas la leur, dans un pays qui n'est pas le leur. Au moment où le cerveau se connecte, c'est-à-dire physiobiologiquement. Le moment où une distance devrait être une distance kilométrique, elle devient une distance affective. Transformation de l'espace. Transformation de la question de la possession. Alors ça, nos banquiers, ils la détestent, celle-ci. D'une économie du trésor, c'est-à-dire de l'accumulation.
Si je vous dis, est-ce que vous voulez avoir ce bien immobilier qui vous permettra à la fin de votre PEL de pouvoir dans 20 ans posséder un truc, vous avez quelqu'un qui va vous répondre, mais pas du tout, moi je suis sur Roam, qui est un programme qui me permet de payer 1800 € et j'ai une carte qui me permet d'habiter partout dans le monde. Je suis dans une économie de transit. Ma voiture, j'en ai pas. Quand j'en ai une, je la loue. Ma perceuse, elle est sur un site de perceuse collaborative, etc., etc. Transformation de la question de la possession du trésor au transit. Transformation de la question du savoir. Nous avons produit en 2012 plus d'informations que dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Un rapport de l'UNDP, Francesco Mancini. Une très belle section des Nations Unies, dont le métier est de prévenir les conflits politiques, à l'aide de la donnée. Nous avons produit en 2013 plus d'informations qu'en 2012, et l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Qui choisit ce qu'on garde? Qui choisit ce qu'on jette? Qui choisit ce qui a de la valeur? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'intimité? Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'irrecevable? Qu'est-ce qui est à moi? Qu'est-ce qui est à vous? Etc. Transformation de la question du savoir. Transformation de la question de l'éducation. Moi, quand je donne quelques charges de cours parfois dans l'année, un jour à l'ENSI, il y a 4-5 ans, j'étais rentré, puis mes étudiants avaient leurs ordinateurs ouverts. Je me suis dit, mais en fait, ils se foutent totalement de ce que je leur raconte, parce qu'ils sont sur Internet, ils tapent des trucs, ils sont sur Facebook. Je n'ai réalisé que plus tard que ce qu'ils faisaient, c'était prendre des notes de mon cours, et qu'une université japonaise détournait ces notes de mon cours, les enrichissait, il faisait une fork, une fourchette, c'est-à-dire une déviation. Et que ce cours allait tourner, qui n'était donc plus le mien, dans le monde entier quelques années plus tard. Aujourd'hui, lorsque je vais à l'ENSI, que je m'assois et que je dis aujourd'hui on va parler de la psychogénéalogie des fantômes, quand je vois l'un des... petit mot. Quand je vois... psychogénéalogie. Quand je vois l'un de mes étudiants qui n'a pas son ordinateur ouvert, je me dis, mais en fait, il se fout totalement de ce que je suis en train de faire. Il regarde, il vague, c'est comme ça, à travers de la fenêtre. Voilà, transformation de la question du savoir, c'est-à-dire, pour reprendre un jeu de mots qui n'est pas de moi, d'une loi verticale des pairs, P-E-R-E-S, nous sommes passés à une loi des pairs, P-A-I-R-S. C'est l'horizontalité qui va venir valider la connaissance. Celui qui parle n'est pas celui qui possède l'information. Transformation de la question de l'identité. Qu'est-ce qui se passe lorsque la personne à qui vous parlez, que vous pensez avoir saisi sociodémographiquement, est en réalité 2, 3, 4 personnes avec des masques qui se complètent, des vies cachées, des vies secrètes, une vie de jour, une vie de nuit. Comment appréhender le phénomène social lorsque l'on sait que les acteurs qui l'animent, qui le structurent, ne sont en réalité pas arrêtables, arrêtés? Toutes ces transformations-là qui sont vertigineuses, elles reposent sur un phénomène extrêmement simple à comprendre, qui a été la rencontre, après la Deuxième Guerre mondiale, de deux très grandes forces, on pourrait presque dire telluriques. Deux imaginaires. D'un côté, l'imaginaire du progrès. Si vous comprenez ça, vous avez tout compris. D'un côté, l'imaginaire du progrès, ce qui fonde la modernité. Je vous donne un indice. Lorsque vous parlez d'une voiture et qu'elle est jolie et que vous dites « oh, elle est très moderne », c'est un abus de langage. Vous parlez à vos amis qui font de l'histoire de l'art, si vous parlez de la modernité en parlant, que sais-je, de Soulage, c'est pas du tout modernité, c'est la contemporanéité. La modernité, c'est un jeu de valeurs très simples qui sont la prédomination de l'homme sur son environnement et sur lui-même, la maîtrise, le contrôle, le progrès. Toute cette construction sociale dans laquelle nous avons grandi, s'effondre au début du XXe siècle. Et c'est pour ça que vous voyez des générations aujourd'hui qui n'ont qu'à la bouche un seul mot, celui de la jouissance, du renouvellement de la vie, celui du tout de suite et du maintenant, qui n'ont pas de patience, qui ne voient pas du tout l'avenir, qui rapatrient le plaisir dans le présent et refusent de repousser à plus tard ce qu'on leur a promis. Alors je vous donne le mot, parce que vraiment je me fais plaisir, ça s'appelle une sotériologie. C'est un discours, allez-y, essayez même de l'écrire sans faute d'orthographe. Ça s'appelle une sotériologie, c'est un discours sur le salut. Je vous dis, en termes marxistes, c'est le report de jouissance, les lendemains qui chantent. Je vous le dis, en termes religieux, c'est la vallée de larmes qu'il faut traverser aujourd'hui, et demain seulement viendra la vie, c'est-à-dire lorsque vous serez sauvés. Donc tous ces discours qu'on va retrouver économiquement, qu'on va retrouver politiquement, qu'on va retrouver dans le religieux, ont fondé et structuré l'époque sur laquelle nous sommes assis. Malheureusement, ils ne sont plus fonctionnels. Cette dysfonction amène à une rupture de civilisation, une autre manière de vivre. Le problème, c'est que les deux, rentrant en collusion l'une avec l'autre, produisent ce que les anthropologues appellent une zone de haute pression imaginaire. Chaque fois que vous voyez autour de vous un phénomène incompréhensible, par exemple l'accession aux primaires républicaines de Donald Trump, et que vous vous dites, sans parler politique, et que vous vous dites, Trump, c'est un mot si vous pouvez le marquer, et que vous vous dites, mais comment est-ce que cela est possible? Les acteurs rationnels, parce que bien évidemment, vous savez très bien que les acteurs sont rationnels, on le sait depuis 100 ans maintenant, ça n'a jamais marché, ça ne prédit pas du tout les comportements humains, mais on continue à le répéter. Les acteurs rationnels, comment peuvent-ils donner leur adhésion à ce personnage-là? Et
si vous regardez n'importe quel phénomène réel, la sociologie, c'est une science de la rue. Donc, ouvrez la porte, sortez, vous allez voir des gens qui font des choses incompréhensibles et vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. La réponse à ce qu'est-ce qui se passe, c'est cette zone de haute pression imaginaire, c'est-à-dire la rencontre entre deux forces qui vont produire de la crise. J'ai un petit observatoire personnel, pas à Eranos, pas la société qu'on a fondée il y a 11 ans, mais dans mon coin, tout seul, que je m'amuse à mener. Cet observatoire personnel est un observatoire de la crise. Ce que je fais, c'est que tous les 2 mois, je vais sur Wikipédia et je me demande quelles sont les formes que crée la rencontre de ces deux forces, c'est-à-dire des crises. Or, ayant vécu à peu près dans le même monde que vous, c'est-à-dire vu la fin du XXe siècle, vous savez qu'il n'y a pas un jour dans lequel on n'a pas eu une crise. Il y a toujours une crise et quand une crise se résout, c'est comme si quelqu'un s'asseyait sur une pierre, levait les yeux et se disait quelle nouvelle crise on pourrait inventer. Je donc vais sur Wikipédia à chaque fois et je me dis quelles sont les crises qu'on a inventées. Je vous donne la liste parce qu'elle est absolument magnifique. Gardez en tête que ce qu'est une crise, finalement, c'est une chose simple, c'est-à-dire un moment de crête qui sera résolu et après lequel on passera à autre chose. C'est ça la définition d'une crise, n'est-ce pas? C'est un moment de crête. Voilà. Donc ça, c'est la liste des crises avant-hier sur Wikipédia. Je vous enjoins à y aller. N'oubliez pas que les crises de Wikipédia sont ouvertes, vous pouvez ajouter la vôtre. La crise moderniste. La crise moderniste, c'est ce que je vous ai dit, c'est la crise de la modernité. C'est une époque dysfonctionnelle qui ne marche pas. La crise conciliaire, c'est une crise vaticane, on ne va pas parler de religion. La crise iconoclaste, c'est une crise des images. Parce que, et vous avez remarqué qu'il y a une grande communication avec les images, si je vous dis, tu viens demain à 20h30 et que vous me répondez smiley qui sourit, et que vous venez à 22h, je ne peux pas vous dire, tu avais dit smiley qui sourit. En conséquence de quoi, l'image ne se compromet pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes face à des générations qui plébiscitent l'image. C'est cette image qui a été détruite par le verbe dans lequel on peut prouver à quelqu'un tu as dit ceci, avec la dimension légale. Crise de l'image. Crise existentielle, ça veut dire que c'est dur de vivre. Crise d'angoisse, ça veut dire que c'est tellement dur de vivre qu'on a peur. Crise d'adolescence, c'est trop dur d'être jeune. Crise de la quarantaine, c'est trop dur d'être vieux. Crise d'anxiété, soit on est jeune, soit on est vieux, mais dans les deux cas, on a peur. Crise de panique, c'est la crise suivante. Crise de la masculinité, c'est tellement dur d'être un homme. Alors, entre parenthèses, il n'y a toujours pas de crise de la féminité. Je vous enjoins à vous rendre sur Wikipédia, mesdames, s'il vous plaît. Documenter la crise de la féminité. Crise de la masculinité, c'est dur d'être un homme. Crise politique, c'est dur d'être un homme avec du pouvoir. Crise économique, c'est dur d'être un homme avec du pouvoir et de l'argent. Crise monétaire, c'est le système mis en place par les hommes qui ont du pouvoir et de l'argent qui lui-même est en crise. Crise financière, ce sont les institutions qui gèrent les crises monétaires qui elles-mêmes sont en crise. Crise systémique, c'est si on traçait un trait entre toutes ces crises, on se rendrait compte que le trait est pas stable, donc ça produit une crise de toutes les crises. Crise du logement, on ne sait pas où vivre. Crise bancaire, on ne peut pas avoir de prêt pour savoir où vivre. Crise du disque, on ne saurait pas quoi écouter dans la maison. Crise pétrolière, on ne pourrait pas la chauffer. Crise alimentaire, on ne sait pas quoi manger. Crise sanitaire, il faudrait peut-être pas le manger. Crise de natalité. Il faut faire plus d'enfants. Crise d'extinction, il faut faire moins d'enfants. Crise de l'énergie, de toute façon, on ne pourrait pas les chauffer. Crise écologique, ça viendra des côtés. Crise climatique, ça va venir du dessus. Et la crise messinienne, c'est la montée des eaux. Voilà. J'ai une bonne nouvelle. Sur la crise messinienne, pendant longtemps, je m'amuse à dire que c'était une crise du Messie. En fait, il n'y a pas de Messie qui viendra. Pas du tout, c'est une crise de montée des eaux. C'est juste un truc cataclysmique. La bonne nouvelle, c'est que l'ensemble de ces crises que je viens de vous donner sont en réalité le produit culturel. Ce mot est important. Produit culturel. De 120 ans de vie en communauté. C'est-à-dire que ce type dont je parlais tout à l'heure, qui s'assoyait sur une pierre et qui levait les yeux, se dit chaque fois « refaisons une crise ». Pourquoi? D'où vient cette nécessité de faire des crises? Pourquoi? Quelle est l'utilité de la crise? Eh bien, elle est très simple. Lorsque je vous dis « tout ira mieux, lendemain qui chante », sotériologie dont je vous parlais tout à l'heure, nous allons résoudre les uns après les autres tous les problèmes de l'humanité, vous ressortez en me disant « mais quelle est ma place dans ce monde-là? Comment est-ce que ces choses figées qu'on va me donner vont non seulement me permettre de trouver un monde à vivre, et surtout, toutes ces promesses ayant mené au monde dévasté, désenchanté dans lequel nous vivons, est-ce qu'il ne faut pas tout changer? La crise est la manière par laquelle nous exprimons notre refus du legs de la modernité. L'enchaînement de ces crises, c'est de construire une civilisation qui n'est rien d'autre que de la mutation. Pas une mutation vers autre chose, une mutation. Quoi que ce soit, mais pas le monde que nous avons si patiemment et collectivement rendu inhabitable à ceux-là même qui sont censés y vivre, c'est-à-dire les mêmes que celui qui l'ont construit. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est le terreau, c'est en 13 minutes 11 de l'ensemble des transformations qui animent la société depuis 200 ou 300 ans. Je reconnais que c'est un peu rapide. Bien sûr, je ne peux pas parler de tous ces phénomènes, donc je vais parler de 3 phénomènes, la question du soi, la question du travail et la question du sens. Et vous allez retrouver vos consommateurs là-dedans. Pourquoi est-ce que je vous parle de la question du soi? Je vous disais tout à l'heure, dans le progrès, il y a cette vieille, disons, lubie, litanie de l'homme
de la maîtrise, du contrôle, et pour ceux d'entre vous qui se souviennent de leur cours de maths, des lois valables en tout temps et en tout lieu. C'est extraordinaire, une loi valable en tout temps et en tout lieu, c'est très rassurant. Si vous abolissez ça, vous abolissez la manière par laquelle vous construisez l'individu. Alors l'individu, c'est intéressant. Étymologiquement, qu'est-ce que c'est un individu? C'est indivi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas diviser. Et si je vous dis ce que vous pensez de quand est-ce qu'on a inventé l'individu, vous allez me répondre, mais il y a toujours eu des individus, sinon il n'y aurait pas d'histoire, il n'y a pas eu de, etc. Pas du tout. Au XIIIe siècle, il n'y a pas d'individu. En Europe, il n'y a pas d'individus, il y a des collectivités, il y a des confraternités qui travaillent ensemble et qui vont travailler sur un manuscrit qui n'a pas d'auteur. C'est la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance qui invente l'individu. Pour ceux d'entre vous qui voyagent en Asie, parler de l'individu, vous allez être très surpris de la manière par laquelle ils reçoivent, disons, ce terme un peu bizarre des Européens. En conséquence de quoi, l'individu est une construction culturelle. Et nous avons cette habitude incroyable de nous reposer en disant une chose est une chose. Et donc c'est exclusif. Elle commence là et elle s'arrête là. Souvenez-vous, dans la pratique française, l'épreuve maîtresse, qui est la dissertation, vous vous souvenez, quand on était gamin, on faisait des dissertations, et on nous demandait de faire un cartouche. Le cartouche rouge, c'était 2 traits avec une règle. À la droite, il y avait un espace ample pour la maîtresse pour qu'elle nous dise à quel point on n'était pas bon. Et à gauche, il y a un espace plus réduit dans lequel on devait mettre notre nom. Et vous avez entendu cette phrase 1000 fois telle que moi je l'ai entendue. Et il faut que ça ne dépasse pas. L'individu, c'est la partie gauche du cartouche. Et il faut que ça ne dépasse pas. À partir du moment où c'est une autre personne, c'est complexe. Parce que nous avons utilisé une méthode de compréhension et de classification de l'individu dont nous estimons encore aujourd'hui qu'elle est la seule à même de décrire le monde. C'est-à-dire qu'on a pris l'individu, l'atome social, ce qu'on ne peut pas diviser, et on l'a cassé dans une structure arborescente. La structure arborescente, vous savez, intransitive, une sorte A incluse dans une sorte B. Si la sorte B est incluse dans la sorte C, alors la sorte C est incluse dans la sorte A. Vous vous souvenez de ça? Ouais. On n'a jamais compris à quoi ça servait, mais on s'en souvient. Ça, c'est l'intransitivité de la sorte. Et on a cassé l'individu, on a mis l'homme, la femme, et on a construit ce schéma extraordinaire, qui est le schéma arborescent, qui produit des différences et des exclusions pour permettre de comprendre, fantasme de l'Europe, qu'une chose était une chose, et que donc une personne était une personne. Si vous parlez à n'importe quelle personne qui travaille sur l'informatique quantique ou les neurosciences, il vous dira que c'est un modèle qui est totalement désuet. Et ça marche très bien, hein. C'est comme la macroéconomie, ça produit des modèles qui sont fonctionnels en elles-mêmes, mais qui ne permettent pas de décrire le réel. Ce qui est tout petit peu handicapant lorsqu'on travaille avec le réel, et ce qui arrive assez régulièrement par ailleurs. En conséquence de quoi, il y a ce plébiscite pour ce retour à une espèce de, disons, mode de représentation qui va se défaire du mode de représentation arborescent, dont vous serez amusé de savoir qu'en réalité il date du XIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il a été inventé pour classifier les anges puis les animaux. Donc la manière par laquelle nous pensons décrire le monde est absolument contingente. Cette manière de décrire le monde, c'est-à-dire rappeler le modèle du réseau, qui aujourd'hui permet de rendre compte du monde, permet aussi de rendre compte de la manière par laquelle l'homme, à l'intérieur de l'entreprise, va se constituer, par des sortes qui sont réflexives. Les relations peuvent être réciproques, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans une relation de filiation. Dans des relations qualifiées, les relations n'indiquent pas uniquement donc la filiation descendante ou remontante. Et organique, les relations s'ouvrent, se ferment et changent. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vous dit « je t'aime pour toujours », ça ne veut pas dire qu'il vous aime pour toujours, ça veut dire que quand il vous dit qu'il vous aime pour toujours, il vous aime pour toujours. C'est deux choses très différentes. Vous avez compris la subtilité? On ne peut pas dire « mais tu m'avais dit que tu m'aimerais pour toujours ». Oui, mais quand je te l'ai dit, c'était vrai. Mais maintenant, on est encore dans « toujours ». Et c'est plus vrai, c'est vrai. Relation organique. Et toute la culture légale repose là-dessus, c'est-à-dire la question du contrat. On a signé un truc qui nous force ensemble à faire en sorte qu'il y ait un toujours qui se construise. La réalité, la vie réelle, c'est-à-dire la manière par laquelle nous nous entretenons les uns aux autres, n'est pas faite de ce bois-là. Cette relation rhizomatique, cette manière par laquelle nous pouvons aujourd'hui décrire le monde absolument magnifique, elle a un problème, c'est qu'elle est complexe. En conséquence de quoi, elle ne donne pas de, disons, de dessin, d'abstraction confortable dans laquelle on va pouvoir, en tant que, par exemple, directeur des ressources humaines, gérer socio-démographiquement les gens qui nous entourent. Elle est complexe parce qu'elle rend compte de la chose qui est complexe et qu'elle décrit et qui est le réel. Première chose, l'individu, si on le réfléchit, n'est rien d'autre qu'un atome qui va être en relation. On ne peut pas se construire sans l'entrée en mise en relation avec ses suivants. En conséquence de quoi, vous pouvez, et vous le faites déjà, engager toute notre époque, et les exemples sont tout à l'avenant. Airbnb, c'est ce que fait Airbnb, c'est ce que fait Facebook, c'est ce que fait Google, c'est ce que fait toutes les boîtes dont vous répétez les noms 18 fois par jour. Toute notre époque comme un ensemble de techniques de mise en relation, c'est-à-dire de manières de rentrer en contact avec les autres. Pourquoi avons-nous construit une époque entière reposant sur cette question de la technique de la mise en relation? Parce que,
je reviens à mon propos initial, la modernité, c'était affairé à séparer, à exclure et à différencier. Et le moment où vous vous êtes retrouvés, où nous nous sommes retrouvés au tout début du XXe siècle, séparés, exclus et retranchés, on s'est retrouvés vides, sans magie et sans connexion avec le prochain. En conséquence de quoi, il y a ce retour, cette volonté de revenir à, disons, vous l'entendez d'ailleurs dans les mots qui décrivent aujourd'hui les structures sociales, on parle de nomadisme, on va parler de tribus, on va parler de sociétés archaïques, de sociétés premières, de gestes premiers, etc. Donc des manières par lesquelles on va retrouver le contact peut-être perdu qui était le nôtre. Alors allez, je vous fais le post-it du mot compliqué. Il y a un mot pour parler de ce refus massif du legs de la modernité, ça s'appelle l'énantiodromie. Alors ils vont le noter sur le truc. L'énantiodromie, c'est la course dans le sens contraire de la chose. Dromos, hippodrome, la course, énanto, le contraire. C'est-à-dire que nous, non seulement refusons le legs de la modernité, mais aussi nous courons de manière rapide dans n'importe quel autre sens. Et c'est la frénésie de relations que vous vivez qui en est la conséquence. Grande transformation de la construction de l'individu. Quelqu'un qui utilise les logiciels que vous utilisez vous-même en tant qu'utilisateur et éditeur, être sur une plateforme continue où la seule chose que vous allez vouloir faire, c'est mettre de la possibilité de mise en relation à l'intérieur de votre usage. Grande transformation de l'individualité. Deuxième transformation dans la manière par laquelle nous travaillons les uns avec les autres. Je demande souvent aux gens, mais qu'est-ce que c'est que le travail? Quand est-ce que vous avez fait du bon travail? À la fin de la journée, est-ce que vous estimez que vous avez fait du bon travail, etc. Et tout le monde me dit, oui, c'était très bien, c'est du travail collaboratif, on a travaillé ensemble, collaboratif. Crowdshare, vous savez, il n'y a pas un truc aujourd'hui qui est valable si on ne dit pas quelque chose. Travail collaboratif, comme si on avait travaillé tout seul pendant des centaines d'années. Et économie collaborative, comme si les gens faisaient des transactions tout seuls. Avant la sharing economy, il y avait de la transaction, personne ne faisait des transactions, c'était un seul type qui faisait des transactions tout seul. Crowdsourcing, comme si on avait fait donc, c'est des mots qui, bien sûr, n'ont absolument aucun sens, mais ils montrent ce crowd sharing que nous voulons remettre de la relation à l'intérieur même du travail. GitHub, c'est la plateforme qui vous aide à faire ça. Et si je fais le sondage pour des questions d'humiliation personnelle, je ne le ferai pas, du nombre de personnes dans cette salle qui connaissent cette plateforme, généralement, je perds. Donc, je voulais vous en parler juste pour que vous sachiez qu'il existe non seulement des plateformes, mais aussi une manière de travailler extrêmement puissante dans lesquelles on peut mettre cette mise en relation au cœur de la question du travail. C'est ce qu'ont fait les gens à l'université de Berkeley. Molly Nicolas, qui est une étudiante là-bas, on lui a demandé, à la fin de son année, au lieu de rendre une dissertation, on lui a demandé de rendre un travail collectif. Elle a dit, oui, mais mes petits camarades qui ne travaillent pas, du coup, ils vont une bonne note alors que moi non, etc. On l'a fait travailler sur son papier, en tout cas son projet collaboratif, et à la fin de l'année, elle nous dit « Je ne comprenais pas au début l'idée d'œuvre collective, mais en réalité, personne ne possède l'ensemble des connaissances pour résoudre un problème. Des bouts de compétences se trouvent ailleurs. La question, c'est de savoir comment permettre qu'elles se rencontrent. » C'est ça, le système informatique. Dans le fond, ça sert à ça. Et elle rajoutait que le fait que ces gens qui travaillent ensemble soient dans le même pays, dans le même état ou dans le même fuseau horaire est absolument contingent aujourd'hui. Que ce n'est pas quelque chose qui devrait compter. Qu'est-ce qui s'est passé là? La manière par laquelle nous nous représentons le travail, c'est-à-dire une tâche avec une unité de temps, dans laquelle on peut dire, vous savez, c'est le célèbre, vous le reconnaissez, c'est le Gantt. Tout le monde déteste le Gantt, mais on l'utilise parce qu'on pense que c'est la meilleure manière de représenter, etc. Elle a toujours été là, comme l'individu, comme le livre, comme l'auteur. Nous permet de dire, tiens, on va mettre une tâche et elle doit être faite avant tel jour, en tant d'heure, par quelqu'un. Et puis c'est divisible, et puis on va la donner à une personne qui donc fera son travail. Ce qu'est en train de nous dire Molly, c'est une chose très différente. Elle nous dit qu'elle a trouvé une manière de considérer le travail non pas comme du temps, mais comme de l'espace. Et le moment où un logiciel, une pratique, un geste, un lieu permet de considérer le travail non pas comme du temps, mais comme de l'espace, il permet donc de le diviser, de le partager et de faire que ce soit un lieu d'accueil, puisque vous pouvez accueillir quelqu'un dans le travail et vous pouvez le partager. Et il y a une circonférence. Vous pouvez faire entrer d'autres personnes. Donc cette transformation du temps de travail en espace de travail, ou plutôt du travail en tant que temps, du travail en tant qu'espace, c'est la clé du succès de tous les logiciels qui aujourd'hui permettent le travail collaboratif. Ou plutôt, disons, fonctionne tout simplement, parce qu'il n'y a rien d'autre que le travail qui soit collaboratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Considérer le travail en tant que l'espace et non en tant que temps, c'est permettre de faire des agoras, tout simplement, c'est-à-dire des lieux d'accueil à l'intérieur desquels vont se déployer autre chose que ceux que vous avez prévus qui se déploient. C'est un levier absolument extraordinaire, fondamental de la manière par laquelle, en ligne,
les développeurs aujourd'hui font toutes les applications que vous avez dans vos poches, c'est-à-dire pas rien. Troisième chose dont je voulais vous parler, la question du sens. On nous interroge beaucoup chez Eranos sur le sens au travail, comment est-ce qu'on peut réveiller la créativité, vous savez ces mots qu'on répète souvent, la créativité au travail, disruption, innovation, etc. On nous demande comment mettre du sens au travail. Et je parle toujours, en tout cas très souvent, de ce type qui s'appelle Dan Ariely, qui est psychosociologue, qui a mené une très belle étude, si jamais vous avez l'occasion de regarder, il a fait un TEDx il y a 4 ans, dans lequel il explique son étude, en posant la question très simple, qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée, vous avez l'impression d'avoir fait du bon travail? Question extrêmement simple. J'ai mené la même enquête pour d'autres raisons, et j'avais des réponses qui étaient magnifiques. Les gens me disaient, mon patron me tapote sur l'épaule à la fin de la journée. J'ai fait du bon travail. Chez EDF, quelqu'un m'a dit, j'ai plus d'emails non lus dans ma boîte. Donc vous imaginez la fiche de poste. Hein. Donc ton travail, c'est de lire tous les emails, et tu peux considérer que tu as atteint tes objectifs quand il n'y en a plus. Il y a aussi quelqu'un qui m'avait dit, ça m'avait beaucoup marqué, qui m'avait dit, moi j'ai une agrafeuse sur mon bureau, et je sais pas trop ce que je fais là, ça fait 15 ans, je sais pas. Mais par contre, quand les gens viennent me voir, je peux leur tendre l'agrafeuse. Et donc il m'arrive parfois, quand l'agrafeuse n'est pas là, me dire que mon job est en jeu, parce que si quelqu'un venait et que je lui donnerais pas l'agrafeuse, il se rendrait compte que depuis 15 ans, je fais rien en fait. Donc ça a été dit en off, mais c'est une anecdote véridique. Qu'est-ce qui fait qu'à la fin de la journée, vous pensez que vous avez fait du bon travail? Dan Ariely a fait la même chose. Et pour ça, il a monté une étude, qui est un jeu finalement très simple. Il met une table sur laquelle il invite des gens à s'asseoir et il leur dit, si je vous donne 5 $, est-ce que vous construisez ce robot? Et il leur donne des robots. Vous savez, pour ceux qui ont les enfants, c'est des Bionicles, ceux qui font très mal aux pieds. Ouais. Donc 5 $. Est-ce que vous construiriez le robot? La personne dit oui, bien sûr, c'est l'heure de déjeuner, 5 $, ça me fera mon casse-dalle. Ok, construis le robot. Il prend le robot et il dit, et pour 2,50 $, est-ce que vous en construirez un deuxième? Et il pousse une deuxième boîte. 5 $, 50, ok, très bien. Construit le deuxième robot. Pendant ce temps-là, Dan Ariely dépiote pièce par pièce le premier robot, le remet dans une boîte neutre et troisième robot, et pour 1,75 $ maintenant. C'était mon premier robot, il prend le deuxième robot, ok, troisième fois, quatrième fois, en divisant à chaque fois. Combien de robots la personne va-t-elle construire? Première modalité de l'étude. Deuxième modalité de l'étude, je te donne 5 $, construiras-tu un robot? D'accord. Prends le premier robot, il le met au bout de la table. Pour 2,50 $, un deuxième robot. Ok. Prends le deuxième robot et il le fait jouer avec le premier robot. Il fait ça. Il les pose les uns à côté des autres. Troisième, quatrième, cinquième robot. Il fait une espèce de château. Et puis à un moment donné, il y a un pont-levis, puis etc. La question était bien sûr combien de robots vont construire les personnes si la condition sisyphéenne est mise en place. Vous construisez toujours le même robot. Et combien de personnes est-ce que vous allez construire si la condition de significativité ou condition de sens est mise en place? Les robots jouent. Il y a deux conclusions à cette étude. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? La première, elle est évidente et vous la comprenez. Non seulement les gens travaillent plus et sont plus heureux lorsqu'on leur fait comprendre que le travail est important pour nous et qu'il a du sens. C'est-à-dire que si je valorise ce que vous me donnez et que je fais jouer les robots, bien évidemment, vous allez jouer plus. Mais la question, c'était combien de robots vous auriez construit? Et Dan Ariely a posé cette question aux gens. Il dit, dans une condition de significativité, ou les trucs conditions, vous faites combien de robots? Et les gens avaient dit 5. Et dans une condition sisyphéenne, oh là là, 3. Dans la réalité, sisyphéenne, dans la réalité, on en construit 3 dans les conditions sisyphéennes, mais dans les conditions de significativité, les gens construisaient 10, 18, 20, 30, ils voulaient continuer. Mais attends, il y en a un qui manque là-bas pour faire le guet parce qu'il y a les méchants sous la table qui arrivent que j'ai construit tout à l'heure. Et Dan Ariely avait plus de robots. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une chose extrêmement simple. Ça veut dire que si je vous demande pourquoi vous travaillez, vous n'êtes pas capable de le savoir. Vous me répondez quelque chose qui est dans l'air du temps. Le mot, c'est le stock de connaissances à disposition. Alfred Schutz. Vous répondez quelque chose dont vous pensez qu'il est la réalité, alors que vous sous-estimez la raison pour laquelle vous travaillez. Si je vous demande pourquoi vous bossez, vous allez me dire parce qu'il faut mettre des pâtes dans le frigo, des enfants, le machin, et il faut payer les trucs, etc. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. La seule raison pour laquelle nous travaillons, et le travail a été inventé pour ça, c'est pour produire de la mise en relation, c'est-à-dire l'une manière d'être ensemble. Mais pour des raisons étranges, on a oublié ça. On pense que le travail, qui est une besogne, tripalium, c'est ça le travail, c'est-à-dire c'est la croix qu'on doit porter. Et donc difficile, c'est pas l'opus, c'est pas l'œuvre, c'est le tripalium, c'est le turbin, c'est compliqué. Mais il faut y aller parce que vous savez, il faut se faire mal un petit peu dans cette culture qui est la nôtre. La vallée de larmes, il faut la traverser. Vous voyez, on retrouve notre truc. Et ce qui veut dire que nous ne sommes plus capables de réaliser que la raison pour laquelle nous nous mettons ensemble sur un réseau social ou dans la vie, disons, tangible, j'aime pas l'idée de vie réelle, mais vie tangible, c'est pour construire de la relation les uns avec les autres. Il y a un mot très beau que nous donne un sociologue champenois qui s'appelle Gaston Bachelard. Il appelle ça le retentissement.
La manière par laquelle nous faisons des choses sur le monde a besoin d'avoir un écho sur ce qui nous entoure. Si nous sommes dans un système à la chaîne, c'est ce qu'Adam Smith avait dit, c'est abrutissant. Et lui-même avait dit une telle structuration du travail finirait à l'abrutissement des acteurs de la chaîne. Il avait prédit lui-même. Et aujourd'hui, étrangement, on se dit oui, mais c'est le système le plus performant. Regardez, toi tu visses, et puis toi tu peins, toi tu vernis, toi tu passes, et on a une chaîne de voitures, c'est extraordinaire. Bon, il y en a un qui se suicide tous les ans, mais c'est pas très grave. Si on a 1,4 milliard d'habitants, ça se verra pas, etc. C'est-à-dire que nous avons enlevé du travail sa qualité fondamentale, qui est celle de produire du lien. Et cela au cœur même de nos modes de construction et d'élaboration de la connaissance. On vous bassine quotidiennement avec la question de l'innovation. Il y a un type qui s'appelle Eric Steven Raymond qui a inventé une chose extraordinaire qui s'appelle l'open source. Vous savez ce que c'est l'open source? L'open source, on fait quelque chose et on décide de ne pas en être l'auteur. Personne n'en est l'auteur et on la libère, on la met dans la nature. Pourquoi est-ce que personne ne connaît Eric Steven Raymond? Parce qu'il a open sourcé l'open source. Donc en fait, il n'est pas l'auteur de l'open source. Et il expliquait que les manières par lesquelles nous construisons, nous élaborons au travail sont des manières de la cathédrale. Et il utilise cette métaphore de la cathédrale et du bazar. Il y a un master plan qui va construire cette grande structure magnifique, totalement extraordinaire, dysfonctionnelle, mais qui est très haute, très belle. Et toujours, lorsque nous construisons la cathédrale, sur le parvis se déroule le bazar. Et dans le bazar, c'est là qu'il y a la vie. C'est là où quelqu'un arrive avec des tomates, et puis un type à côté a une machine pour presser les tomates, et du coup, une troisième personne vient avec des verres, et vous avez construit un café. Et puis il y a des oranges, du coup il y a des cocktails. Mais il n'y a pas de place sur le parvis, c'est pas grave, c'est horizontal. Donc on pousse un peu des coudes, et on écarte la surface et l'espace de travail dont je vous parlais tout à l'heure, où le travail n'est plus du temps, mais il devient de l'espace, et un espace de partage. Et c'est dans ce bazar que va se faire l'innovation, jamais dans la cathédrale. Or nous l'avons oublié, et c'est à tel point que c'est embarqué dans la langue. Si je vous dis c'est le bazar, vous allez me dire c'est le bordel. Si je vous dis c'est le bordel, vous allez me dire etc. C'est dysfonctionnel. C'est-à-dire que, alors que vous savez ce que c'est pour ceux d'entre vous qui ont voyagé en Afrique du Nord, il y a une joie insondable à rentrer dans un bazar. C'est le souk, mais c'est beau le souk. C'est-à-dire que c'est là où ça crie, ça piaille. À un moment donné, on va toucher les trucs, il y a du contact, etc. Mais ça, nous l'avons oublié. En conséquence de quoi? Et si je devais finir pour vous donner une chose absolument fondamentale, elle est vraie pour la manière par laquelle vous managez, elle est vraie pour la manière par laquelle vous êtes managé, elle est vraie pour la manière par laquelle vous utilisez les réseaux sociaux et les manières par laquelle d'autres personnes vous utilisent sur les réseaux sociaux. J'ai pris cette photo tout au début parce que c'est une entreprise absolument incroyable qui est très jeune, lancée par quelqu'un d'Airbnb qui s'appelle Remote Year. Et le travail de Remote Year, c'est d'embarquer des gens pendant 1 an pour qu'ils travaillent où ils veulent, comme ils veulent, avec leurs ordinateurs et de les faire voyager dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de maison, il n'y a plus de location, on paye 2 000 € par mois et on voyage. Tout est organisé, les voyages, les transitions, etc. Mais les gens continuent leur vie. Ce n'est pas du tourisme. C'est juste une abolition fondamentale de la question de la location, de la possession, de la propriété et de l'ancrage. En ce sens, le sédentarisme n'est seulement qu'une des modalités du nomadisme. Et ça nous rappelle une chose. Quand nous pensons faire un commerce des devises, un commerce des biens ou un commerce des offres, des produits, que nous imaginons que le travail et les outils qui sont ceux de notre travail sont là pour nous aider dans une petite partie de la vie à produire de la valeur, nous oublions la chose la plus importante de l'ensemble des systèmes humains qui leur apportent leur stabilité, c'est que le commerce des biens, le commerce des devises, le commerce des offres, le commerce des produits, alors même que nous l'avons oublié, ne sont en réalité qu'un produit dérivé historique de la seule raison pour laquelle nous nous entretenons les uns avec les autres et qui est le commerce des affects. Et je vous remercie. Ça a été vite, hein? Je vous rappelle les règles du jeu. Dans cette présentation, il y avait 8 mots mystères. Et celui qui a les mots dans le bon ordre à la fin gagne une tombola, je crois. C'est ça, Béatrice? Non. Ceux qui ont eu la bonté de cœur d'envoyer des mots, des interrogations, des questions, vont maintenant avoir la bonté d'âme de me passer mes réponses probablement aléatoires sur ces mots, si la régie a la gentillesse de les afficher derrière moi. Après cette première partie, vous pourrez poser des questions de la même manière en les envoyant par texto ou alors en levant la main et en posant la question avec votre voix. Ce qui n'est pas une manière old-fashioned.
Vous pouvez dématérialiser la question, effectivement. Alors, a priori, d'abord, on a des mots. J'aime beaucoup cette image, mais voilà. Voilà. Transformation, représentation. Wikipédia, bien sûr. Wikipédia qui est cette encyclopédie qui nous rappelle que nous avons une capacité d'action sur le monde. Traînez un peu sur Wikipédia, c'est très beau. Terreau, il y a quelqu'un qui a envoyé terreau. Et la question du territoire à vos souhaits. La question du territoire est absolument fondamentale. Cette question, ce mot du retentissement, je vais vous dire, j'espère que ça c'est quelque chose qui va vous toucher. Tiens, la question du retentissement chez Gaston Bachelard, c'est une manière extrêmement simple de nous rappeler que nous ne sommes pas séparés de notre environnement. Or, ce qui a été le travail de pratiquement 250 ans d'histoire culturelle, ça a été de séparer l'homme de son environnement. En conséquence de quoi, on peut polluer la rivière, c'est pas grave, puisque moi je suis en amont de la rivière, et donc en fait ça ne retouchera que l'aval qui est très loin de moi. Et beaucoup des incrédules de changement climatique, mais aussi sur beaucoup d'autres thèmes, le thème bancaire et les crises que l'on connaît en sont l'un des très bons représentants, oublient que ce qu'ils ont a une conséquence sur le monde. Et la question du terreau et la question du territoire et le fait de savoir qu'on a un paysage qui est commun à tout le monde, qui est mutuel, c'est, de mon point de vue, l'un des enjeux les plus importants de ce début du XXIe siècle. Savoir et comprendre que nous sommes tous égaux vis-à-vis du territoire qui est autour de nous, et que nos actions ont un impact sur le territoire, et que ce territoire va avoir un impact sur nous. Alors, l'énéantodromie, alors c'est pas exactement, c'est l'apostrophe, mais c'est pas grave. Je l'ai déjà expliqué, puis le mot est très laid, donc en tout à fait entre nous, ne retenez pas. Iconoclaste, voilà. L'effondrement, oui, alors, ça c'est intéressant. Il me semble, en parlant beaucoup aujourd'hui, mais de manière vraiment détendue dans les bars le soir, qu'il y a eu une prise de conscience du fait que notre civilisation s'inscrit dans une eschatologie. Alors c'est dommage parce que vous pouvez plus envoyer les trucs, ça. Et eschatologie, c'est une histoire de la fin d'eux. C'est-à-dire qu'on construit une histoire de la fin d'eux. Et à la fin, tout explosera. Et ça, c'est une idée assez nouvelle. C'est-à-dire que les ressources soient limitées de la planète, de notre environnement, de nos vies, de la capacité de dupliquer les choses. C'est une idée qui, étrangement, a frappé les esprits entre les années 80 et le début du XXIe siècle. Rien n'a changé physiquement, on a toujours continué à épuiser la planète, le problème n'était pas là. En 1914, il y a déjà des gens qui, en Silésie, travaillaient sur la restitution à la terre de sa propre fertilité. Donc ce n'est pas une question historique, c'est une question d'imaginaire. Il y a un moment où nous nous sommes tous mis en tête qu'il y avait un effondrement qui s'approchait de nous et qu'il fallait réagir à ça. La question de l'œuvre, ça c'est très beau, œuvre contre travail, c'est-à-dire tripalium contre opus. Et là, vous avez toutes les mécaniques de do-it-yourself que vous allez voir, des gens qui refusent de faire... si vous avez des gamins de 18-19 ans, ou si vous avez ces étranges créatures qui sont les gamins de 18-19 ans dans les entreprises, vous comprendrez que le fait de leur dire « fais ça » ne suffit pas à ce qu'ils le fassent. C'est-à-dire qu'ils vont vous demander « mais pourquoi ? Dans quelle mesure ? Quel est l'effet que ça va avoir sur le monde ?» etc., etc. Donc cette question de l'œuvre, ce que je fais me définit et m'appartient, c'est absolument extraordinaire. L'abondance, on en a parlé tout à l'heure. La question de la collectivité. Tiens, je vais faire une petite parenthèse. Est-ce que vous connaissez la différence entre le partage et la mutualité ? Ça, j'en ai parlé de ça aussi. Il y a l'une des litanies, c'est le partage. Vous savez ce que les Américains disent, sharing is caring. Partager, c'est avoir de la tendresse pour s'occuper d'eux. Le problème du partage, c'est que lorsque vous avez une somme et que vous la partagez, vous déconstruisez la somme en un nombre limité de parts et vous en notez une partie. C'est ce qui avait beaucoup de mal à comprendre la SACEM lorsque Napster et le MP3 est apparu, c'est-à-dire pourquoi les pirates, donc les méchants, vont aller voler de la musique. Et les pirates répondaient, quand je rentre dans une boulangerie, qu'il y a 10 baguettes et que j'en prends une, le boulanger reste avec 9 baguettes. Lorsque je prends une chanson de Michael Jackson sur un réseau social et que je la duplique, il y a 11 chansons. C'est pas dit s'il y en a 11, c'est pas du vol, c'est de la multiplication. C'est extrêmement compliqué à comprendre ça. Donc, lorsque vous partagez quelque chose, vous taillez à l'intérieur de la somme une partie qui donc peut en être retirée, et vous pouvez aussi tailler une partie plus grande et repousser dans la collectivité la perte. C'est exactement ce qui s'est passé, on a commencé à le comprendre en tout début 2011, c'est ce qui s'est passé dans la crise des subprimes. C'est-à-dire que la mentalité du partage a amené des institutions à se dire qu'on va maximiser le gain et reporter la perte dans la collectivité, jusqu'au moment où la stabilité de la collectivité s'effondre et où la collectivité n'est plus capable d'encaisser la perte. La mutualité, c'est très différent du partage.
Parce que dans cette somme dont je parlais tout à l'heure, le fait qu'elle soit mutuelle, c'est qu'elle appartienne identiquement dans sa totalité à tout le monde. Et donc, si vous saccagez la somme, vous la saccagez pour vous aussi. Et vous ne pouvez pas reporter la perte dans la collectivité. Donc ça, c'est l'une des grosses transformations de la manière par laquelle nous nous entretenons avec le monde qui nous entoure. Donc, question de la collectivité. La question du trésor, ça c'est fort aussi la question du trésor. Posséder quelque chose qui aura de la valeur pour nous, mais qui n'en aura pas pour quelqu'un d'autre. La question de la crise, on en a parlé. L'accélération, il me semble que je n'ai pas besoin de m'attarder dessus, puisque chacun d'entre nous, on a une... Alors c'est marrant, j'ai peut-être dit énigme, mais si je l'ai dit, je ne m'en suis pas rendu compte. Voilà. Ah si, l'énigme du lien social, bien sûr. Instagram. On va parler d'Instagram un peu. Ah non, il y en a un que je n'ai pas dit, je vais vous en parler. Pokémon Go. Ouais, Pokémon Go. On a chez Eranos, donc cette société qu'on a créée il y a 11 ans, on est interrogé par des gens de tout milieu, de tout bord professionnellement, et on fait de l'étude et du conseil. Et ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne un éclairage qu'ils ne peuvent trouver nulle part ailleurs, parce qu'ils parlent avec des gens qui ont fait 9 ans d'études pour pouvoir leur donner un éclairage. Donc c'est a priori quelque chose... Enfin nous, on essaie de les décadrer. Et bien évidemment, lors de cet été, la frénésie Pokémon Go, on est venu nous voir en nous disant « Alors, mais qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend pas. » Parce qu'objectivement, le jeu est nul, les graphismes sont nuls, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Donc, alors, on ne parle jamais de quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, j'ai joué à Pokémon Go, j'ai attrapé au moins 2 Pokémon, je pense. Ouais, je pense. Ils sont toujours enfermés dans mon téléphone portable. Et je me demandais, mais quel est l'attrait? Pourquoi les gens y jouent? Et en demandant autour de moi, les gens mentent. Donc la sociologie, ce n'est pas demander aux gens ce qu'ils pensent. Les gens disaient, bah oui, bien sûr, parce que comme ça, il y a des XP, et puis on les attrape, ils sont partout, et puis c'est rigolo, on peut jouer en équipe, et on sort. J'étais à New York le 18 juillet cette année, entre la 59e et Broadway, et il y a eu ce moment dans lequel un balbuzor radioactif, je ne sais pas trop quoi, est apparu. Et vous vous souvenez de la vidéo, les gens qui courent, ah, il est arrivé, ils sortent des voitures comme ça, et les types qui arrêtent leur voiture. Et donc, c'était incroyable parce qu'il y avait une force centripète. C'est-à-dire que tout le monde courait dans la même direction. Et moi, je me suis dit, c'est un attentat. Je me suis dit, il y a beaucoup d'animations, c'est un attentat. Et j'ai réalisé que lors d'un attentat, la force est centrifuge, généralement. C'est-à-dire que les gens s'écartent du centre. Et là, il y avait une force centripète. Essayez de vous souvenir de la dernière fois que vous avez vécu dans une ville une force centripète. Les gens qui se retrouvent comme ça, c'est incroyable. Et j'ai regardé et j'ai compris à ce moment-là ce qui s'était passé. Pokémon Go, je vous livre le secret pourquoi ça a marché, si vous voulez lancer une application. Chacun d'entre nous ici est convaincu, sans jamais être capable de l'avouer, qu'il y a une dimension invisible et qui va dépasser les choses matérielles. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous fermez la porte dans la chambre, vous avancez, vous retournez quand même pour voir s'il n'y a pas quelqu'un derrière. Vous le savez, personne n'est rentré dans la pièce depuis l'après-midi, les fenêtres sont fermées de l'intérieur, mais quand même, on va vérifier. Donc, la superstition, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a des dimensions qui ne nous apparaissent pas. Avec les synchronicités, avec la rencontre amoureuse, extraordinaire. Donc, toutes ces choses-là construisent et structurent notre vie quotidienne. Il existe plus que la réalité matérielle. Je vous donne un téléphone portable en vous disant, ce truc-là va faire 2 choses. La première chose, ça va révéler la réalité immatérielle, ça va vous montrer l'invisible. Oh, c'est extraordinaire, vous le pointez et vous voyez des trucs que autrement vous ne pouvez pas voir. Mais ils sont là et vous pouvez les voir. Génial, première chose. Deuxième chose, je vais vous donner la satisfaction d'attraper cette réalité immatérielle. Catch them all, attrapez-les tous, c'est ça Pokémon. Donc non seulement vous pouvez voir le fruit de vos angoisses, un truc qui va m'attraper les pieds, vous savez, on rentre les pieds, on ne les laisse pas pendre de la couette le soir, parce qu'on ne sait jamais qu'un type sous le lit, il serait venu le matin, et il aurait attendu toute la journée pour attraper les pieds. Donc on ne laisse pas pendre les pieds. Non. Cette superstition fondamentale, qui est la part irrationnelle de l'homme, qui est l'un des leviers de compréhension de nos actions quotidiennes, est totalement mise de côté par l'ensemble des industries sérieuses. Mais non, individu rationnel. En réalité, c'est l'exact contraire. La part d'irrationalité et cet imaginaire et ce qui nous conduit, c'est faux. On ne devrait pas dire « je pense », on devrait dire « on me pense ». Quelque chose de global va me donner accès à une capacité de penser. C'est ça qu'on fait. Et donc Pokémon Go, c'est ça. C'est-à-dire révéler l'invisible et vous permettre de l'attraper, ce qui est super satisfaisant. Donc ça, c'est un élément à ne pas oublier. Pokémon Go. C'est important. Messinienne, donc ça, c'est pas très intéressant. Le trajectoire, ça, c'est intéressant, ça va vous intéresser. Et la sincérité. Je finis le dernier. Sotériologie, bien joué. Trajectoire. Il y a une révolution qui est en train de se produire, dont tous vous avez entendu, qui est la révolution des objets connectés. Alors,
les objets connectés, donc on en parle depuis pratiquement 75 ans maintenant, c'est pas du tout nouveau. Les premiers RFID, c'est 99, les premiers objets connectés, c'est les années 50, etc. Mais pour une raison inexplicable, en fait, il faut que ça soit maintenant. Ces objets connectés, c'est quoi? C'est des trucs qui vont se parler les uns avec les autres. On les connaît très bien, puisque les objets connectés, c'est la domotique. Vous connaissez bien la domotique, c'est en fait des volets roulants aujourd'hui, parce qu'elle a été totalement ostracisée par les industriels. Et ça a été l'échec d'une volonté de mettre dans la maison autre chose que la personne qui vit. Et quand on revient avec les objets connectés, ce qu'on veut faire, c'est rattraper, disons, ce ratage. Et ce qui est très beau dans ces objets connectés, c'est qu'on va permettre non pas des objets de nous parler, mais de se parler entre eux. Or, toute la culture qui est la nôtre n'est pas une culture du trajet, c'est une culture de l'objet et du sujet. C'est-à-dire que le sujet va agir sur l'objet. C'est la domination de l'homme sur la nature et son environnement. On retrouve là la manifestation cartésienne, l'obnubilation cartésienne de Descartes, tout début du XVIIe siècle, l'homme maître de lui et maître de la nature. Donc c'est moi qui parle et l'objet il fait le truc. Hey Siri, comment ça va? Al, où est-ce que tu vas? Machin. On se trouve dans cette situation aujourd'hui où les objets commencent à se parler entre eux. Ce qui est très difficile pour les sociétés occidentales à comprendre. Parce que cette interobjectivité, la qualité des objets à s'entretenir les uns avec les autres, évacue la prédominance du sujet sur les objets. Et pourquoi est-ce que ce sont les Asiatiques qui sont en train de prendre ce marché-là? Pour une raison assez simple, c'est parce que l'interobjectivité existe déjà dans les mentalités panthéistes, puisqu'il y a du Dieu partout. Il y a du divin. Les Allemands ont un très beau mot pour ça, ils parlent du Die Göttlichen, les divins. Il y a un truc qui est un peu divin. Donc du coup, il y a du Dieu dans le micro, il y a du Dieu dans la bouteille d'eau, il y a du Dieu dans les chaussures. Donc ils parlent entre eux. Il y a le Dieu de la forêt qui parle avec le Dieu de l'arbre, qui parle avec le Dieu de la rivière. Il n'y a aucun problème à ça. Et si on met une puce RFID dans une cafetière, il y aura du divin dans la cafetière qui va parler avec la poignée de porte, ça ne me pose aucun problème. Pour les mentalités européennes, qui n'ont pas du divin, mais qui ont une déité qui a été arrêtée, c'est très problématique que ce ne soit pas l'homme qui s'entretienne avec l'environnement qui est le sien. En conséquence de quoi, on utilise ce mot, on appelle ça le trajectif. C'est Gilbert Durand, qui est un anthropologue, qui est le fondateur de la sociologie de l'imaginaire et de l'anthropologie de l'imaginaire, qui proposait ce mot, le trajectif. C'est-à-dire la manière par laquelle nous nous construisons, non pas en nous imposant sur l'univers qui nous entoure, mais en trajet continu entre nous et l'objet. Et l'objet revient vers nous, et on revient vers l'objet. Trajectif. Et ce trajet, qui fait qu'on n'est jamais une chose, mais toujours un être en mouvement, va vous permettre aussi de voir comment est-ce que les utilisateurs vont s'entretenir avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la meilleure manière de savoir ce qu'est Facebook, c'est d'aller sur Facebook. C'est d'ailleurs la seule. Parce que demain, ça ne sera pas la même chose. Et donc, il y a un trajet systématique et complet qui va de la personne à son environnement. Voilà. J'ai couvert les mots sur lesquels j'avais envie de parler. J'ai raté angoisse, individualité définie et miroir, ce qui est tant mieux. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Ouais. Première question que j'aime énormément. Faire circuler le micro. Il y a un micro qui circule pour les gens qui ont des questions. Faut-il se passer des réseaux sociaux? Première chose, si vous vous passez des réseaux sociaux, vous deviendrez une espèce non grégaire et vous mourrez. C'est-à-dire que les réseaux sociaux en ligne ne sont rien que des manifestations de ce qui définit l'espèce humaine, c'est-à-dire la qualité du lien social. On ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Si vous décidez de sortir des réseaux sociaux en ligne, vous aurez le réseau social du quartier, le réseau social des copines, le réseau social des mamans, des machins, etc. Donc, on ne peut pas se passer de réseau social. Si vous vouliez dire peut-on se passer de réseau social en ligne, à ce moment-là, vous risquez de rater ce qui est un enjeu important du XXIe siècle, la structuration de la question de l'intimité. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a la capacité de parler de soi, de parler de sa vie? Aujourd'hui, personne ne le sait. J'étais avec des régulateurs il y a quelques mois et on en parlait. On ne sait pas exactement comment protéger les gens ou les gamins. Personne n'a de réponse à ça. Donc, la meilleure manière de le connaître, c'est d'y participer. Donc, moi, je vous conseillerais de ne pas le faire. Non. Si nous ne sommes pas du tout amateurs du numérique et pas connectés, sommes-nous des asociaux? Alors ça, c'est une question intéressante. Non, je ne pense pas, parce que c'est des socialités différentes. Le fait de s'entretenir avec quelqu'un hors des réseaux sociaux permet d'avoir a priori, permet d'avoir des moments d'entretien qui sont plus longs, qui sont plus posés, sur lesquels on n'est pas dans une continuité de conversation. Vous avez remarqué que maintenant, on ne dit plus bonjour quand on envoie un texto, parce qu'en fait, la conversation est continue. Comme l'entreprise, on est en train de parler à la personne à un moment, puis on est dedans, puis on est dehors, et en fait, on se rend compte qu'on est tout le temps en train de parler à cette personne-là, par des petits mots. Donc, ça change le lien social. À côté de ça, il y a des maladies
donc des pathologies, là où je parle au sens clinique du terme, qui naissent de l'usage des réseaux sociaux. Notamment une qui est importante, c'est une incapacité de s'entretenir avec une personne physique parce qu'on n'a pas appris ce que c'était que de perdre la face. Lorsque vous avez un gamin qui a 18 ans et qui va voir une gamine et qui lui dit quelque chose d'ordurier en pensant que c'est effectivement comme ça qu'il faut lui parler parce que son référent c'est les films qu'il a vus sur Internet, ça ne fonctionne pas. Parce que la personne a la capacité de vous dire « tu me mens, ce que tu dis n'est pas vrai, tu m'as dit que tu viendrais, tu n'es pas venu ». Et là, si on n'a pas appris ça, voilà, c'est extrêmement problématique. Donc je dirais même plutôt l'inverse. Le problème de l'espace, c'est qu'on ne sait pas quelle place prend chacun. Il faut faire confiance. Ah, alors voilà, c'est ça. Le vrai problème, c'est qu'il faut faire confiance. C'est une vraie question. Je parlais tout à l'heure de logique du contrat. On est dans une société très contractisée, très contractuelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contrats, les contrats d'assurance, les contrats bancaires. On vous fait signer des papiers que vous ne lisez jamais, bien sûr, mais que vous signez chaque fois que vous mettez à jour une application, on vous fait signer un contrat, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour s'assurer de la continuité de la société. Et cette logique du contrat est importante, mais si vous avez signé un contrat, alors vous ne pouvez pas me bafouer. En conséquence de quoi, je n'ai pas besoin de vous faire confiance. Donc, toutes les logiques du contrat sont des logiques exclusives de la confiance, parce qu'on n'a plus besoin de le faire. Il existe des manières de s'entretenir les uns avec les autres, notamment les logiques du pacte, dans lesquelles on tape dans la main, j'aurais craché, tu m'as dit que, on verra plus tard, qui obligent à faire confiance. Passez des pactes avec les gens qui vous entourent, au lieu de passer des contrats, et vous verrez qu'on apprend, on réapprend à faire confiance aux gens. La deuxième chose, quand vous créez un espace et que vous vous rendez compte que vous devez faire confiance aux participants, réalisez que l'espace que vous construisez pour la tâche que vous construisez est absolument dérisoire. C'est-à-dire qu'il y a il y a des choses plus larges, plus amples dans la vie qui vont se dérouler que cet espace-là. Ce qui veut dire que quand bien même la personne que vous faites rentrer part avec le butin, détourne les choses ou vous humilie, c'est absolument pas grave. La perte, là, est substantiellement marginale par rapport au gain d'avoir fait avec quelqu'un, d'avoir rencontré, au sens profond du terme, quelqu'un dans son activité. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'intéresse? Quelle est la tâche à laquelle tu t'adonnes? Quelle est ta spécificité? Quelle est ta vision sur le monde? Pas quel est ton poste et ta fiche de description dans ton métier, mais pourquoi est-ce que tu es là, en même temps que moi, sur la Terre, à partager cet espace? J'avais une question. Vous avez bien expliqué la différence entre l'approche neuronale, réseau, et puis l'approche traditionnelle de classification. Et il me semble que vous avez privilégié plutôt ce mode connecté. Est-ce que c'est pas également, on risque de paraître un peu réactionnaire, est-ce que c'est pas aussi une source d'instabilité pour les individus, d'angoisse et de perte de repères? Parce que le fait d'être dans une économie tout le temps du mouvement et qui s'accélère en permanence, c'est aussi un problème pour chacun d'entre nous, mais aussi pour ceux qui sont les moins qualifiés en particulier. Absolument. Vous me permettez de clarifier un point. J'ai été vite. En réalité, je privilégie ni l'une ni l'autre. Le travail de la sociologie, c'est de regarder le phénomène tel qu'il est, sans colère et sans haine. C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est la société qui, à un moment donné, va privilégier, mettre l'accent sur une forme et une autre. La structure arborescente est extrêmement puissante aujourd'hui. C'est celle qui soutient une grande partie de nos sciences qui sont encore très fonctionnelles. Elle nous a amené l'essai, la recherche, la méthode et l'erreur de la science traditionnelle. Et écarter ça, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Donc c'est pas possible. Néanmoins, il y a un favori, il y a un chouchou de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans une forme sociale une manière de dire plutôt que dans une autre. Et cette forme, elle est très avantageuse parce qu'elle représente fidèlement la complexité du monde. Par contre, elle amène exactement ce que vous dites, c'est-à-dire de l'incertitude, de cette complexité, donc il faut apprendre à la gérer, un problème de situation. Où est-ce que je suis si je ne suis pas un individu? Où est-ce que je suis puisque je suis constamment dans un déplacement, dans un point et un autre? Donc, ayant désappris ce nomadisme consubstantiel à l'expérience humaine, c'est-à-dire, vous savez, pantare, ce que disaient les Grecs, tout cool. On n'est jamais dans un seul endroit, on se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, Héraclite d'Éphèse. Donc, ayant désappris à gérer ces situations-là, ça peut être que bénéfique de nous re-accointer avec cette structure du réseau. Néanmoins, savoir d'où l'on vient pour pouvoir savoir où l'on va reste une manière, cet ancrage, ce travail sur le territoire, reste une manière de ne pas céder à la folie, la perte, l'absence de situation ou alors l'angoisse que vous dites qui sont réelles et très vraies. C'est-à-dire que si je le dis bêtement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que la mise en accent sur ce nomadisme personnel, changement des identités, et géographique, être là et voyager beaucoup, produit des générations d'angoissés.
mais c'est aussi ce qui va permettre de réapprendre comment gérer cette angoisse, qui est une angoisse existentielle, si je dis le gros mot, mais c'est ça. Oui. Quand vous avez commencé à parler, j'ai une phrase de Bernanos qui m'est venue à l'esprit, qui était que le monde moderne était une conspiration contre la vie intérieure. Vous avez parlé de beaucoup de choses, et en fin de compte, toutes ces dimensions semblent parties. Et comme vous nous parlez d'une modification importante, identique à celle qui s'est passée à la fin du Moyen-Âge, où donc, dans un temps, tout était au spirituel, rien pour le corps, et on y a eu tout ce changement-là. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui avec la nouvelle transformation qui va se passer ? En réalité, ce n'est pas une question, parce que vous avez répondu à votre question de manière extrêmement subtile. Je vais vous dire ce que dit Augustin Berg. Il dit le problème de la modernité, c'est qu'elle contrevient à tous les axiomes, Augustin Berg, donc un philosophe français, contrevient à tous les axiomes de l'expérience humaine, le beau, le vrai, le bon. Parce qu'elle est amorale, elle écarte les richesses, elle détruit la planète, elle enlaidit le monde. Et donc vous avez compris, la modernité, c'est ce moment de l'histoire dont on est en train de sortir sans véritablement savoir où on va. Les gens nous disent, mais si on n'est plus dans la modernité, où on est ? Vous avez fait mention du Moyen-Âge. J'ai un étudiant un jour à l'ENSI qui m'a demandé, mais monsieur, est-ce que les gens du Moyen-Âge, ils savaient qu'ils étaient au Moyen-Âge ? Parce que s'ils avaient su, ils auraient trouvé un autre nom. Ils auraient dit l'âge flamboyant. Alors, et non, mais non, c'est pas après que quelqu'un regarde le truc en disant c'était l'obscurantisme absolu, etc., les maladies, bon, Moyen-Âge. Et nous, c'est la même chose, c'est-à-dire on n'est pas dans la modernité, on ne sait pas dans quoi on est, donc on va dire c'est la post-modernité, ou l'hypermodernité, etc., vous trouvez les mots que vous voulez, sont tous les... Mais on n'est plus dedans. Donc, de la même manière, il y a effectivement cette conspiration contre la vie intérieure. La découverte de l'inconscient entre toute la fin du 19e siècle et la première partie jusqu'à 1930 du 20e siècle, c'est ça, flûte, retour de la vie intérieure, qui nous dit... On a arrêté de rêver. Quelle est la capacité métaphorique de l'homme ? Si on a tout mis sur la faculté rationnelle, qui est aussi une invention culturelle. Oh là là, j'ai envie d'en parler, mais je ne le ferai pas. Donc, ma réponse est la suivante. Carl Gustav Jung nous a enseigné que la raison, la rationalité est l'une des manières par lesquelles nous pouvons nous approcher au monde. Il nous a aussi enseigné que nous avons mis l'accent, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'époque qui met l'accent sur un truc, sur cette modalité-là, jusqu'aux grandes réussites des Lumières, mais qu'elle n'était pas suffisante à pourvoir à l'ensemble des besoins de l'homme, qui se nourrit aussi de capacités symboliques, de contact, de faux, de détournement, etc. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les logiques du jeu, le retour du jeu. Pourquoi les gens jouent tout le temps comme ça ? Qu'est-ce qui se passe avec cette question du jeu ? L'enfant, la question du risque. Pourquoi ces types mettent des ailes, vous savez, des monoailes, et ils passent sous le bras droit du Jésus de Corcovado au Brésil. C'est incroyable. Ou les types, les rooftoppers, ces Russes qui vont tout en haut des grands buildings à Shanghai et qui se filment. C'est totalement irrationnel, mais pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pour la réponse à la question qui est la vôtre, c'est-à-dire trouver des manières de vivre dans lesquelles on va enfin pouvoir faire l'épreuve de la vie. C'est la vie intérieure qui va s'exprimer. Et la vie intérieure, elle est irrationnelle, flamboyante, éructante, c'est pas maîtrisable. Donc on va abandonner cette question de la maîtrise. Sous quelle forme ? On ne sait pas. Parfois stupide. Il y a 2 types qui sont morts plantant dans des sapins dans l'équipe Red Bull cette année avec leur mono-wing, mais ils vont vivre quand même. Et donc ils vont défaire cette conspiration contre la vie intérieure. Oh, il y a encore des questions. Est-ce que le réseau... Ah pardon, voilà. Est-ce que trop de réseaux sociaux tuent les liens familiaux ? Mais, ça c'est magique. Oui. Si... La réponse est très simple. Oui, si pour vous, les liens familiaux sont ce qu'on estimait être les liens familiaux il y a 30 ans. Je vous donne un exemple très simple. Lorsque vous passez à table, que vous avez un gamin qui a un téléphone portable à qui vous dites « Mais lâche ton téléphone, nous sommes vraiment là, tes amis n'existent pas, ils ne sont pas avec toi, etc. » La prochaine fois, faites-le en mesurant les battements du cœur de ce gamin. Et vous verrez que ses réactions sont exactement les mêmes que s'il était en présence d'une personne. S'il est amoureux et qu'il est en train de parler avec la fille qu'il aime et qu'elle est pas loin de dire « Oui, ok, on va au Cinoche samedi soir » ou je ne sais pas, vous êtes en train, par abstraction totale de sa réalité, de l'empêcher de conclure. Et donc si pour vous, les liens familiaux sont cette table autour de laquelle les gens se rassemblent, etc., c'est-à-dire une vision qui ne s'est pas adaptée au réseau, oui, à ce moment-là, le réseau social tue les liens familiaux. Mais il y a d'autres manières par lesquelles ça n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il faut... le réseau social en lui-même n'est pas une chose, ça change. Le lien familial en lui-même n'est pas une chose, ça change aussi. Donc posez-vous la question de savoir ce que c'est qu'un lien familial et vous verrez si ça le change ou pas.
Et ah oui, est-ce que le blockchain est une prise... Ah là là. Est-ce que le blockchain est une prise de pouvoir collaboratif sur les organisations publiques ou économiques? Oui, absolument, c'est le principe. L'idée est que, donc vous connaissez le fonctionnement du blockchain, c'est une monnaie dématérialisée dont l'ensemble des possesseurs d'une partie de la monnaie possèdent aussi ce qu'on appelle le grand livre, qui est le livre des échanges. Ça veut dire que ce n'est pas une BCE, une banque centrale, qui va dire voilà le taux, la conversion. C'est chacun d'entre nous qui, au moment de l'échange, va valider l'échange des autres et possède l'ensemble du livre. C'est donc une décentralisation totale de la validation économique. C'est un truc extrêmement compliqué, mais si je le dis de manière très simple... Non, je vais le dire de manière compliquée, tiens. En français, quand on dit c'est symbolique, il m'a donné un euro symbolique, ça veut dire il m'a rien donné. En réalité, en grec, le symbolon, c'est un jeton de terre cuite que les gens s'échangeaient pour symboliser, donc matérialiser une dette. Quelle est la valeur de ce symbolon? On ne sait pas. Elle est laissée à l'appréciation des deux parties. On casse le jeton de terre cuite. Un soir, tu m'as accueilli parce qu'il pleuvait. Dans 5 ans, je reviens, je te donne l'autre moitié du jeton, on les rassemble et je vais évaluer que cette fois-ci, c'est une chèvre dont j'ai besoin. Ça veut dire que ce sont les acteurs de la transaction économique qui vont pouvoir établir de la valeur de la transaction. Blockchain, c'est la même chose. C'est le retour d'une économie symbolique puisque ce sont les acteurs qui possèdent la valeur de la transaction et non une institution centralisée qui va posséder la valeur. Donc on va sortir des mains des institutions la capacité d'évaluation de la valeur et de la transaction. Et toute l'économie du troc, les échanges d'heures, je te donne une heure, tu me donnes une heure, mais oui, moi je suis ingénieur et toi tu es jardinier. Bien sûr, mais moi en tant qu'ingénieur, je peux te construire ta cabane et toi en tant que jardinier, tu peux m'aider à planter mes fleurs. Mais socialement, l'ingénieur est plus valorisé que le jardinier. Ça dépend. Moi, je n'arrive pas à faire pousser une plante pour sauver ma vie et j'ai besoin d'un jardinier, donc je lui donne une heure et c'est extraordinaire. Toutes ces choses-là, l'évaluation de la valeur par les acteurs de l'échange, de la transaction, inversement de la centralisation, c'est exactement ce qui se passe avec blockchain. Donc oui, c'est une prise de pouvoir. C'est un tout petit marché maintenant, peut-être que c'est sous cette forme, une forme très différente, disons que ça se mettrait en place, mais en tout cas, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Tout à fait. Je pense qu'on a épuisé les questions.